Souvent, on nous présente la tomate comme si elle évoluait toute seule dans son environnement. De l'eau, de l'engrais, et hop, ça pousse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les racines de la tomate et comment elles évoluent dans l'environnement dans lequel elles sont. Et vous allez voir que certaines de nos pratiques sont parfois contre-productives pour les racines et leur environnement. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je m'appelle Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Alors quand on parle de racines, on parle d'abord de la racine principale. La racine principale, on l'appelle aussi pivot et elle descend profondément dans le sol. C'est la première racine qui émerge de la graine. Elle est là pour la stabilité de la plante et elle est aussi là pour aller chercher les premiers nutriments que la plante a besoin pour se développer. Ensuite, il y a les racines secondaires. Les racines secondaires vont se ramifier et augmenter la zone d'absorption des racines. Alors, à chaque extrémité des racines, on va retrouver ce qu'on appelle un apex racinaire. L'apex racinaire, c'est lui qui va avancer dans le sol. Et l'apex racinaire, il va avancer en oscillant, un peu comme une vague. Alors, un apex racinaire, c'est assez facile à comprendre. D'abord, il y a la coiffe racinaire. La coiffe racinaire, c'est la partie protectrice à l'extrémité des racines et elle va sécréter un mucilage. Alors, c'est une espèce de lubrifiant qui va faciliter la pénétration des racines dans le sol. Ensuite, il y a la zone de quiescence. Alors, c'est une zone où on va retrouver des cellules souches et elles sont là pour remplacer les cellules endommagées ou perdues. Après, il y a la zone de division. Alors, ça porte bien son nom, hein, c'est la zone où les cellules vont se diviser. Derrière la zone de division, on a la zone d'élongation. Et la zone d'élongation, c'est là où les cellules nouvellement formées vont s'allonger et ça va contribuer à l'allongement des racines. Et derrière, on a la zone organogenèse. Alors, c'est là où les cellules nouvellement allongées vont avoir une spécialité. Par exemple, les poils absorbants, les xylèmes ou les phloèmes. Alors, cette zone fait partie de la zone de différenciation qui est beaucoup plus large, qui va jusqu'aux feuilles ou les tiges. Et c'est la zone où les cellules prennent leur spécialité. Par exemple, pour faire de la feuille, de la tige ou de la racine. On revient dans la zone d'organogenèse sur les cellules qui nous intéressent. Et d'abord, les poils absorbants. Donc les poils absorbants, tout le monde les connaît. C'est par là que l'eau et les nutriments vont être absorbés par la plante au niveau des racines. Il faut savoir que les poils absorbants, ils vieillissent, ils meurent, mais ils ne deviennent pas des plus grosses racines. Ça, c'est une idée générale. Les poils absorbants ont juste la fonction d'absorber les nutriments. Ils ne deviendront pas plus gros, pas plus, c'est juste des poils absorbants. Les xylèmes, c'est eux qui transportent l'eau et les nutriments sur les autres parties de la plante. Les phloèmes, c'est eux qui transportent le produit de la photosynthèse, les sucres, vers les autres parties de la plante. Alors, une petite aparté, on va parler des pivots. Alors, le pivot de la tomate, souvent, il est atrophié. Pourquoi? Parce que quand on va faire le semis de tomate, on va avoir tendance à mettre ça dans des pots trop petits, on va repiquer et ce pivot-là, en fait, il est atrophié, il a du mal à se développer. Et en plus, on va réenterrer nos semis, ce qui va avoir pour effet de refaire d'autres racines secondaires et pas donner la priorité à ce pivot. Voilà, c'est la raison pour laquelle souvent les pivots chez la tomate sont atrophiés. J'en ai vu sur internet qui expliquait que le fait d'enterrer les tomates profondément, en fait la tige allait devenir un pivot. Alors c'est complètement faux, c'est du marcottage, un pivot est un pivot. L'autre idée reçue, c'est que ce pivot allait devenir une réserve de nourriture. C'est faux. Un pivot, en fait, de la tomate n'est pas un pivot d'une betterave ou d'une carotte où on va stocker, par exemple, de l'amidon à l'intérieur pour faire un stockage et une réserve de nourriture. C'est complètement faux. Ce pivot n'a pas du tout cette fonction-là. Il est là pour la stabilité et aller chercher des nutriments en profondeur au début de la croissance de la plante. Alors, le stockage de nutriments de la plante n'est pas dans le pivot, il est dans les feuilles et dans la tige.
C'est le produit de la photosynthèse qu'elle va stocker. Et après, il y a une translocation de ces nutriments vers les fruits, mais ce n'est pas du tout dans le pivot. Ce sont dans les feuilles et dans les tiges. Alors, petite parenthèse, la source principale de nourriture de la tomate, c'est le produit de la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation du carbone en sucre. En type de glucides, on va retrouver le glucose. Alors le glucose, il va servir à la croissance de la plante et à son développement. On a le fructose qui va participer au mûrissement du fruit. On a le sucrose qui va participer au développement de la plante, mais aussi au sucre dans les fruits. Et pour finir, on a l'amidon qui va faire une réserve de sucre pour la plante, mais aussi en se décomposant va participer à la maturation du fruit. Alors quand on entend sur internet qu'il faut effeuiller les pieds de tomates pour accélérer la maturation et leur donner plus de soleil, ça c'est complètement faux. En fait, vous enlevez de la photosynthèse, vous acidifiez le fruit et vous ralentissez le mûrissement. Une fois qu'on a vu le développement racinaire, il faut savoir qu'il y a une extension de ces racines à travers les champignons mycorhiziens. Alors beaucoup de monde dans les vidéos font la confusion entre mycorhizes et champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens, ça porte bien son nom, c'est des champignons qui ont une symbiose avec les racines. Les mycorhizes, c'est la symbiose entre les racines et les champignons. Ce ne sont pas des champignons. Il y a deux types de champignons mycorhiziens qu'on va retrouver chez la tomate. Il y a les mycorhizes ectomycorhiziennes qu'on appelle aussi EM, qui sont plutôt rares chez les plantes potagères, notamment les tomates, qui vont former des espèces de manchons autour des racines et il n'y a pas d'interaction entre les cellules de la plante et les champignons. Et il y a les mycorhizes arbusculaires qu'on appelle aussi AM. Alors ceux-là sont beaucoup plus courants au potager, notamment chez la tomate. Donc ils vont former des structures qu'on appelle des arbuscules qui vont pénétrer la cellule racinaire de la tomate. C'est ceux-là qui vont nous intéresser. Petit fun fact, il existe des mycorhizes orchidées, donc ils portent bien leur nom, c'est des champignons mycorhiziens chez l'orchidée qui va aider la graine à germer et apporter les premiers nutriments. Cette plante-là, elle a besoin en fait de ces champignons-là pour que la graine germe. Alors comment fonctionne la colonisation des AM? Alors c'est quelque chose de vraiment très simple. Ils sont déjà dans le sol et ils vont faire ce qu'on appelle des ifs. Les ifs, c'est du mycélium. En fait, c'est des petits filaments et ce qu'ils vont chercher, en fait, ces filaments, c'est rentrer en contact avec une racine. Que ça soit une racine de la tomate ou autre, en fait, eux, leur but des ifs, c'est de chercher une racine. Une fois que les ifs vont être en contact avec les racines, en fait, ils vont produire des structures arbuscules qui vont entrer dans la cellule racinaire de la tomate et à partir de là, un échange va commencer. L'avantage des ifs, des champignons mycorhiziens, c'est qu'ils explorent une surface beaucoup plus grande et ils vont pouvoir apporter de l'eau, des nutriments à la plante, les mettre à disposition beaucoup plus facilement, du phosphore, et en échange, la plante, elle va donner du sucre issu de la photosynthèse. Souvenez-vous, je vous en ai parlé précédemment. Alors cette symbiose entre les champignons mycorhiziens et le plant de tomate, ça va lui apporter beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est la nutrition. On l'a vu précédemment, le champignon mycorhizien, il va mettre à disponibilité de l'eau, des nutriments, du phosphore à la plante. Les champignons mycorhiziens, ils vont avoir aussi l'avantage de protéger la plante contre différents pathogènes. Pourquoi? Parce qu'ils occupent l'espace. Et en plus, ils vont produire des substances antifongiques. Alors, c'est Marc-André Sellos qui l'explique très bien dans ses conférences et dans ses livres, en faisant une analogie à la trithérapie. En fait, les pathogènes, ils sont là. Mais il y a tellement peu d'espace pour eux et c'est tellement occupé par les champignons mycorhiziens et la vie du sol qu'en fait, les maladies, elles ont pas l'espace pour s'implanter. En fait, si les pathogènes, ils n'ont pas l'espace pour pouvoir se développer et s'ils n'ont pas les nutriments suffisants qui sont déjà bouffés par les champignons mycorhiziens, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se reproduire et à s'installer.
Une plante mycorhizée, elle va résister plus facilement au stress abiotique, c'est-à-dire à la sécheresse, aux écarts de température, aux hautes températures, mais aussi à la salinité. Alors vous me dites, dans votre potager, il n'y a pas forcément beaucoup de salinité, on met pas de sel. Eh ben, détrompez-vous. Du sel, beaucoup de jardiniers en mettent. Par exemple, quand vous allez utiliser du bicarbonate de sodium, eh ben, le sodium, c'est du sel. Quand vous allez utiliser un engrais minéral, le minéral, c'est du sel. Pour finir, les champignons mycorhiziens vont faire une barrière entre les métaux lourds et la plante. C'est-à-dire qu'elle va absorber beaucoup moins de métaux lourds et ça va moins se retrouver dans les fruits. Alors, les champignons mycorhiziens, ils évoluent sur les couches du sol horizon A et horizon B. Alors, l'horizon A, c'est la couche du sol où on va retrouver beaucoup de matière organique, de la vie du sol. C'est surtout là où les champignons mycorhiziens vont évoluer. Donc c'est une couche entre 10, voire des fois 20 cm, ça dépend combien vous avez mis de matière organique, l'état de votre sol. L'horizon B, c'est là où les ifs des champignons mycorhiziens vont descendre pour aller chercher de l'eau et des minéraux, mais les champignons mycorhiziens vont plutôt se développer sur l'horizon A. En ce qui concerne l'horizon 0, on va très rarement retrouver les champignons mycorhiziens. Pourquoi ils n'ont pas la place? On va retrouver plutôt des champignons saprophytes qui, eux, sont là pour décomposer la matière organique. L'horizon A, c'est pas très profond, c'est entre 5 et 10 cm. Et si vous voulez vraiment que cet horizon soit beaucoup plus profond, il faut ajouter beaucoup de matière organique. Ça se trouve, des semences mycorhizées, autant pour les professionnels que pour les particuliers, mais je suis pas fan de ces solutions-là. Parce qu'en fait, quand on importe des champignons mycorhizés, c'est toujours au détriment des champignons indigènes. Vous avez une vie du sol, il faut la développer. C'est toujours important d'avoir un sol toujours couvert, avoir un apport de matière organique en continu. C'est vraiment important d'avoir un sol vivant. Quand je dis un sol jamais à nu, c'est aussi en hiver. Pensez aux engrais verts. Alors attention à la moutarde. La moutarde, si vous faites un engrais vert uniquement de moutarde, c'est une plante non mycorhizée. C'est-à-dire qu'elle va pas avoir besoin des champignons mycorhizés et en plus les racines vont pas avoir cette symbiose. Et ça va vraiment être au détriment de ces champignons-là. Faites très attention, ne faites pas une semence unique d'engrais vert de moutarde. Si vous voulez planter de la moutarde, faites un mélange. Un mélange par exemple avec des légumineuses comme les févroles, du trèfle et avec des graminées comme de l'orge, de l'avoine ou du seigle. Et là par contre vous pouvez utiliser de la moutarde. C'est important de favoriser la vie du sol même en hiver. Alors en traitement préventif des fois on va utiliser la bouillie bordelaise. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est lessivé? Quand c'est lessivé, ça tombe au sol et la bouillie bordelaise, c'est antifongique. Les champignons mycorhiziens, ils en prennent un coup. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, après avoir appliqué la bouillie bordelaise, la plante elle a un petit ralentissement de croissance. Et c'est dû à ça. La bouillie bordelaise détruit les champignons mycorhiziens. Une fois que la population de ces champignons mycorhiziens a diminué, la plante, du coup, elle a moins de nutriments qui lui arrivent, dont un ralentissement de croissance. Pour en finir avec les champignons, parfois on va utiliser des engrais minéraux. Et dans ces engrais minéraux, il y a du phosphate. Et parfois aussi, on va utiliser du superphosphate. Ces minéraux, ils sont directement disponibles à la plante et elle n'aura plus du tout d'intérêt d'avoir cette symbiose avec les champignons mycorhiziens. Alors ça, c'est le premier effet. Il faut savoir que les phosphates qu'on utilise dans les engrais phosphatés, ils viennent des mines marocaines. Et les mines marocaines, en fait, le phosphate qui vient de là-bas, il est intoxiqué. Il est intoxiqué au cadmium. C'est l'une des principales causes d'intoxication à ce métal lourd. Alors, on va en retrouver dans les céréales, dans les légumes feuilles, dans les fruits, mais aussi dans les organes internes des animaux. Par exemple,
les reins, le foie. Et on les connaît, les effets du cadmium sur l'humain. Des problèmes à la fertilité, des problèmes de développement de boîte crânienne des nourrissons, des problèmes osseux, des problèmes de cancer, des insuffisances rénales. Dans un rapport de l'association Santé Environnement France, qui rassemble des professionnels de santé, c'est des médecins, depuis 2008, alerte parce qu'en fait, en France, on est les Européens les plus intoxiqués au cadmium. Alors, je vous mets le lien en description. De toute façon, tout est sourcé. Alors, on a parlé, mais on en parle beaucoup, de cette symbiose qu'on appelle les mycorhizes, mais il y a une autre symbiose à laquelle on parle très rarement, c'est la symbiose entre les bactéries, les champignons et les racines de la plante. On va parler surtout des bactéries rhizosphériques promotrices de croissance de la plante, les PGPR, qui évoluent dans la rhizosphère. Alors, la rhizosphère, c'est la zone d'influence des racines de la plante. Alors, elles vont avoir plusieurs rôles, hein. Par exemple, les PGPR, certains vont transformer l'azote de l'atmosphère en une forme directement absorbable par la plante. Certaines bactéries PGPR peuvent rendre soluble le phosphore, c'est-à-dire que, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, les limaces, elles répartissent le phosphore en consommant différents champignons à la surface. Et en fait, ces bactéries PGPR, elles vont consommer, transformer ce phosphore pour le rendre d'une forme non soluble en une forme soluble, directement assimilable aux champignons mycorhiziens qui, eux, vont le mettre ensuite à disponibilité à la plante. Certaines bactéries vont produire une hormone de croissance pour stimuler la croissance racinaire, mais aussi la croissance de la plante. Elles aident aussi à la résistance à certains pathogènes. Ces bactéries peuvent protéger contre certains pathogènes, c'est-à-dire qu'elles occupent l'espace, comme les champignons mycorhiziens, et cet espace, en fait, laisse très peu de place aux pathogènes pour pouvoir se multiplier. Ces bactéries protègent aussi contre les stress abiotiques. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, c'est la sécheresse, le manque d'eau, la chaleur, les écarts de température. Pour finir, certains PGPR vont produire un antifongique et un antibiotique qui va détruire et qui va attaquer la concurrence. C'est-à-dire que les pathogènes, en fait, vont être détruits par ces bactéries ou ils vont être consommés. La chose la plus folle dans cette histoire, c'est que ces bactéries, elles vont utiliser les hyphes des champignons mycorhiziens pour se déplacer dans le sol. En fait, elles vont s'en servir comme une autoroute. Alors, dans certaines pratiques, notamment le bêchage et le labour, en plus de détruire les hyphes des champignons mycorhiziens, on va mettre certaines bactéries à l'air libre qui ne sont pas forcément habituées à avoir la lumière ou à être directement en contact avec l'air, et du coup ça va les détruire. Et c'est vraiment la pire des pratiques qu'on peut avoir pour conserver ce type de bactéries, mais aussi les champignons mycorhiziens. Une autre pratique qu'on a aussi au jardin, c'est d'utiliser l'eau du réseau. Alors l'eau du réseau, elle est fatale. Pourquoi? Parce qu'il y a du chlore dedans. Et le chlore va détruire les bactéries. Et ça, c'est vraiment fatal pour eux. Encore une fois, hein, si vous voulez garder ces micro-organismes hors période de culture et avoir une population bien régulière, c'est de planter des engrais verts, avoir un couvert en continu, apporter de la matière organique. En conclusion, si on regarde la rhizosphère d'une plante non colonisée et d'une plante colonisée, vous voyez qu'il y a vraiment un très large écart, et la surface à laquelle elle a accès pour récupérer ses nutriments est vraiment beaucoup plus importante. Ce qu'il faut garder à l'esprit dans cette vidéo, c'est vraiment que la plante n'évolue pas seule. Il faut arrêter de réfléchir en silo. Je m'explique. Un des biais les plus connus de notre cerveau, c'est le biais de confirmation. Et souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Beaucoup de personnes qui font du jardinage aiment reproduire leurs propres graines, notamment chez la tomate.
C'est pour ça que je vous parle de la tomate depuis le début. Et ils aiment penser que ces variétés, ces graines sont résistantes à leur environnement. Elle est adaptée à leur environnement. Elles sont beaucoup plus performantes à leur environnement. Mais ça marche pas comme ça. C'est le sol. Souvenez-vous, le sol avec toute la biodiversité et l'environnement, c'est le sol qui s'habitue à la plante. C'est pas la plante qui s'habitue au sol. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. L'ensemble des articles et les références auxquelles je vous ai parlé sont sous la vidéo. Si vous avez des corrections à faire sur la vidéo, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je l'indiquerai dans les remarques de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.